bonjour à tous, ou à toutes, d'après ce que je vois, mais peut-être que je me trompe, donc désolée. Donc Ailo est un collectif en fait de consultants spécialisés dans les questions matière et environnement, cofondé par 3 personnes. Je fais partie des cofondatrices. On est une women-owned company avec mes camarades Fiona et Sarah que vous voyez là, qui sont australiennes et basées entre les États-Unis et l'Australie. Le principe d'un collectif, c'est évidemment qu'il y ait pas mal de personnes, donc réparties un petit peu partout dans le monde, différents spécialistes avec différents domaines de prédilection. En France, je suis basée à Paris et je travaille en particulier avec Émilie qui est basée, elle, à Lyon et qui est spécialiste des analyses de cycle de vie. Et le collectif accompagne beaucoup de marques ou d'entités sur des questions liées à la matière quelquefois ou liées simplement à des questions très précise, technique, mais la plupart du temps, ça dépasse cette question-là et on va en reparler ensemble. Et on a pour spécificité de marier des questions techniques et créatives. Et notre travail se divise en 4 grands volets, qui est la partie pédagogique que l'on est en train d'exercer aujourd'hui pour partager notre expérience et nos connaissances. Une partie recherche sur des recherches qui peuvent être sur des questions matières à nouveau très précises, mais aussi sur des recherches sur des questions environnementales. On a une partie création parce que plusieurs d'entre nous sont aussi designers, donc on peut accompagner sur des concepts, sur des pré-design, voire même sur des développements design, et une partie évaluation dont on va parler ensemble, entre autres, sous forme d'analyse de cycle de vie ou en tout cas de mesure des impacts environnementaux. Donc, c'est très rapidement pour vous présenter ce collectif, mais on ne va pas s'éterniser. On va plonger directement dans le sujet et les questions qui, je pense, vous préoccupent sur cette matinée. Et comme je vous le disais, un des volets de nos activités, c'est l'idée d'évaluer, de mesurer. Aujourd'hui, il paraît assez important, voire même indispensable, d'avoir des données chiffrées sur ce que l'on active et ce que l'on met en place dans des entreprises comme les vôtres, dans la mesure où, sans mesurer, on se rend compte qu'il est quelquefois difficile d'être certain qu'on va vers un mieux en termes environnementaux, et on va voir ensemble qu'il y a même des contre-exemples qui permettent de se dire, oula, faut quand même qu'on vérifie ce qu'on fait. Donc, dans le domaine de la mesure, aujourd'hui, vous avez plusieurs outils à votre disposition. On va regarder rapidement quelques-uns. Ce qu'on voit là, juste en préambule, c'est que seulement 4% des metteurs sur le marché ont des objectifs chiffrés et 23% ont mis en place des actions de collecte. Donc, il y a des belles marges de progression dans tous les domaines. Là, on est sur le secteur textile, habillement, linge, maison et chaussures, en fait. Donc, c'est une donnée qui date de 2018, donc on peut espérer que depuis, les choses ont changé. Alors, en termes d'évaluation, aujourd'hui, je vais parler de 3 grandes méthodologies. On peut mettre en place un outil de mesure qui est un outil de mesure des flux, en fait. Donc, c'est un outil relativement simple qui peut aider à regarder un petit peu des progressions. Et entre autres, on peut s'occuper de la question du poids et se dire, entre aujourd'hui et demain, si demain j'utilise en poids moins de matière, a priori, je serai moins impactant. Je dis, voilà, ça peut être une manière simple de regarder et il faut se méfier juste d'une petite notion qui va peut-être être un petit peu moins présente dans vos domaines que dans d'autres domaines qui seraient par exemple le retail, dans lequel on travaille aussi pas mal, c'est se dire, si je suis moins lourd, je suis forcément moins impactant. Ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il faut être moins lourd avec les mêmes matériaux. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'utilise, alors je vais prendre donc un exemple retail qui est plus marquant que des questions de fibres, mais si aujourd'hui je fais un mobilier en acier et que demain j'ai réussi à l'optimiser pour utiliser moins d'acier en poids, je sais que je serai moins impactant, oui, effectivement.
En revanche, si demain, au lieu d'utiliser de l'acier, je prends de l'aluminium en me disant l'aluminium, c'est pas mal parce que c'est plus léger, c'est un matériau qui est moins dense, mon meuble sera moins lourd à porter, mais hélas, il sera plus impactant parce que l'aluminium a en fait beaucoup plus d'impact que l'acier lui-même. Donc, il faut se méfier de cette idée. C'est moins lourd, c'est mieux, mais à matière équivalente, ça voudra dire qu'on a optimisé en fait la production. Une autre méthode assez populaire aujourd'hui, puisque l'empreinte carbone est un peu une obsession, c'est de faire une étude sur un indicateur uniquement, comme la question de l'impact sur le changement climatique et donc de l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, ça correspond à essayer d'agréger un petit peu tous les effets qui sont liés à l'émission de gaz à effet de serre en un équivalent tonne CO2, donc dioxyde de carbone, sachant qu'on agrège différents types de gaz, entre autres le méthane et le dioxyde de carbone. Pour vous donner ici un exemple sur cette slide, vous avez à quoi correspond une tonne de CO2, c'est 2778 km en avion, mais 8334 km en voiture. Donc on voit bien très vite qu'il vaut mieux prendre la voiture que l'avion. On parcourra plus de kilomètres pour les mêmes émissions, on va dire. C'est 3 ans et demi, un peu plus, d'utilisation d'un ordinateur. Donc il faut peut-être même mieux voyager virtuellement à travers un écran. C'est 5000 sacs plastiques, mais c'est 2800 kg de marbre et seulement 47,5 kg d'aluminium. Donc on voit aussi très très bien entre deux types de matériaux à quel point, sans aucun doute, en termes d'impact carbone, l'aluminium est plus impactant que du marbre ou que des matériaux bois, par exemple 1000 kg de MDF ou d'agglomérés ou de contreplaqués, par exemple. Donc, voilà une manière de regarder un petit peu cette question d'empreinte carbone. Il y a un petit souci sur des outils de mesure qui se concentrent sur un seul indicateur comme celui-là, c'est qu'on peut passer à côté de certaines choses, on peut passer à côté de ce qu'on appelle des transferts d'impact. Ici, il y a un exemple représenté là avec ces pictos. Si on regarde l'empreinte carbone de l'électricité française et allemande et qu'on les compare, l'empreinte carbone de l'électricité allemande est beaucoup plus importante que la française. Et ça s'explique parce qu'on a chez nous ce qui s'appelle un mix énergétique qui est essentiellement nucléaire. Notre énergie est produite grâce à ce système radioactif et ça a très peu d'impact sur le changement climatique, alors que l'Allemagne continue à avoir un mix énergétique qui intègre par exemple du charbon. Elle va donc être plus impactante sur la question du carbone. Si on s'arrête à ça, en ce moment, on peut se dire, super, la France a vraiment un coup d'avance à ce niveau-là et on est vachement mieux. Sauf que si on commence à regarder d'autres critères d'impact qui pourraient être par exemple la pollution des sols et les déchets radioactifs, eh ben, on sent bien que là, par contre, en France, on serait beaucoup plus impactant que l'on ne l'est en Allemagne. Et ça veut dire qu'en réduisant sur un impact qui est l'indicateur carbone là, on a malgré tout fait remonter des choses sur d'autres impacts, et c'est ça qu'on appelle les transferts d'impact. C'est pour ça qu'en termes de méthodologie d'évaluation, on va conseiller, en général, hein, dans le monde aujourd'hui, on va conseiller d'utiliser ce qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, ou en anglais LCA, Life Cycle Assessment, qui est une méthodologie de mesure qui est multi-indicateur. Donc, on ne va pas s'arrêter seulement à un indicateur comme pourrait être celui de l'impact carbone. Donc, une analyse de cycle de vie, c'est une méthodologie qui est basée sur des questions scientifiques. Elle fait partie, elle est certifiée, on va dire, elle suit des standards, entre autres ISO. Et elle est par contre très très liée à des objectifs fixés au préalable et elle est orientée sur la question du service. Et c'est une méthodologie qui va regarder a priori toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, des matériaux de départ à la fabrication du produit, son emballage, son transport, son utilisation et sa fin de vie. Et c'est aussi
comme on vient de le dire, une méthode multi-indicateur qui permet de regarder tout un tas d'indicateurs différents d'impact environnementaux. Ici, vous avez l'empreinte carbone dont on parlait tout à l'heure, l'influence sur le changement climatique, mais vous le voyez, et encore là, on n'est absolument pas exhaustif parce qu'il y a une quarantaine, on va dire, d'indicateurs que l'on peut manipuler aujourd'hui. Ce qui est important, c'est d'avoir un petit peu des indicateurs sur ces grandes familles-là, donc non seulement l'impact carbone, des questions autour de l'eau, mais des questions d'influence sur les écosystèmes, en gros le nombre de poissons morts liés à votre produit, des questions d'influence sur la santé humaine et l'utilisation des ressources en termes agricoles ou en termes de ressources finies. Et cette analyse de cycle de vie, elle va permettre du coup d'avoir une vision beaucoup plus complète et d'éviter les transferts d'impact, mais aussi d'arbitrer sur des choix à faire quand on fait des comparaisons et de se dire en fonction de la stratégie de votre entreprise qui pourrait être fortement ancrée sur par exemple la défense des océans, de se dire que si je dois choisir entre une option et une autre et que sur une option, on a sans aucun doute beaucoup plus ou beaucoup moins d'impact sur le critère eau. Moi, je sais que mon entreprise, elle est particulièrement concernée sur la question eau. Je vais choisir celle qui est la moins disante au niveau de l'eau parce que c'est ça ma stratégie. Parce qu'il y a rarement des solutions miracles et du coup, ça permet vraiment d'orienter en pleine connaissance de cause sur les choix. Alors, quelques exemples pour un petit peu peut-être illustrer ces méthodes de calcul. Ici, on n'est pas tout à fait dans votre domaine, mais quand même de manière indirecte, si, puisqu'on est dans une boutique classique, on va dire, et ce qu'on constate très rapidement en faisant une analyse de cycle de vie et en agglomérant, parce qu'on peut aussi agglomérer en un score unique en fait les impacts, que ce qui est le plus impactant dans une boutique, c'est tout ce qui va consommer de l'énergie pendant la phase d'usage, l'existence de la boutique. Entre autres, toute la clim, le chauffage, l'éclairage, les écrans qui sont mis dans la boutique. Et il n'y a pas de doute, c'est beaucoup, beaucoup plus impactant que, par exemple, les matériaux. Donc, dans une mission retail où on se dit, tiens, je vais changer mon comptoir en mettant un petit matériau recyclé et puis avec ça, je vais avoir une boutique super éco, on est un petit peu à côté de la plaque dans le sens où on voit assez vite que les questions matières dans une boutique vont se situer dans ces 12%-là. Il y a des questions matières qui sont impliquées quand même dans l'utilisation des composants lumineux et des écrans, bien sûr, mais malgré tout, c'est parce que ces éléments-là vont constamment avoir besoin d'énergie qu'ils vont être les plus impactants sur un bilan global dans une boutique. Autre exemple ici, on est toujours dans une boutique, mais on est sur un meuble, en fait, un petit peu étagère, et on compare des situations géographiques. C'est-à-dire le même meuble est regardé à travers son cycle de vie, les matériaux, la fabrication du meuble, son transport et son packaging, son utilisation et sa fin de vie. Et on a regardé là un seul critère qui est le CO2, donc l'impact carbone, par contre, et on a regardé entre la France, les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce que ça nous permet de déduire sur une étude de ce type-là mesurée? C'est qu'il y a une vraie différence entre, par exemple, la France et les deux pays US et Chine, où on se rend compte qu'en France, ce meuble, ce qui a le plus d'impact, c'est la phase matière et la phase d'usage. C'est un meuble éclairé. Alors qu'aux États-Unis et en Chine, la matière a beaucoup moins d'importance qu'en France et c'est la phase d'usage qui est la plus impactante en termes CO2. Pourquoi? Parce que, à nouveau, mix énergétique différent. US et Chine ont encore des mix énergétiques qui intègrent des énergies qui vont être fortement émettrices de CO2, de dioxyde de carbone, comme le charbon, alors qu'en France, à nouveau, plutôt nucléaire, donc beaucoup moins à ce niveau-là. Avoir des chiffres de ce type-là, ça permet d'en déduire des actions éventuelles et de se dire, bah, si j'ai beaucoup de boutiques en Chine, il y a un truc qui doit être fait en Chine sur le fait que mon meuble utilise de l'énergie pendant sa phase d'usage. J'arrête de l'éclairer. Option drastique mais très efficace. Si je ne peux pas arrêter de l'éclairer, je peux peut-être regarder si mon fournisseur d'énergie peut me proposer une énergie verte garantie, par exemple. Donc ça peut être une autre manière d'aborder la chose. Et puis en France, c'est se dire, bon, là par contre, il y a un travail conséquent à faire sur les matériaux. Il y aura
une vraie progression si je fais un effort sur les matériaux. Ça ne veut pas dire qu'en Chine, la progression ne sera pas finalement la même, mais proportionnellement à l'intérieur des 4% que représente la matière sur ce meuble-là. Donc, ça permet d'en déduire des leviers et des actions. Ici, on a comparé un écran avec une lightbox. Donc, un écran, je peux avoir de l'image animée. Une lightbox, je ne peux pas avoir d'image animée. J'ai juste une affiche qui est rétroéclairée. Donc, évidemment, le service est bien différent. Malgré tout, on se rend compte qu'au global, un écran est 2 fois plus impactant qu'une lightbox. Alors que si on répartit sur les impacts, différents types d'impacts qu'on peut avoir pour une analyse de cycle de vie, on se rend compte que si on s'était concentré que sur la question CO2, il y a 3% de différence entre les deux. Donc, pas beaucoup de différence, sachant que la Lightbox apporte un service qui est un peu dégradé, pas d'image animée. Donc, on aurait pu conclure que franchement, ça vaut peut-être pas le coup de passer à la Lightbox, gardons l'écran. Or, sur les autres impacts, on se rend compte quand même que la Lightbox est toujours moins disante et qu'au global, elle l'est beaucoup moins. Donc, ça fait réfléchir éventuellement sur une stratégie retail éventuelle. Et on peut du coup multiplier ce type de choses. On peut comparer des matériaux. Ici, on l'a fait sur différentes matières, entre du laiton, de l'aluminium, de l'acier et du bois. Et on se rend compte que si on veut faire une étagère, il vaut vraiment mieux favoriser du bois. On sera toujours beaucoup moins 10 ans. Et que par contre, l'aluminium est quelquefois beaucoup plus impactant que du laiton qui a été choisi ici comme référence, ou que de l'acier. Donc, si vous faites une étagère, un meuble à nouveau dans une boutique, vaut mieux favoriser de l'acier si on est en métal et basculer au bois si on peut être en bois. Et donc, ce type d'études, on peut le multiplier pour avoir différents types de regards. On peut avoir des choses moins chiffrées, un petit peu plus qualitatives, qui permettent d'avoir des matrices de ce type-là. Ici, comparé pour ce type d'objet un petit peu bagagerie avec différents types de procédés. C'est les procédés ici qui sont comparés en termes de consommation de ressources, de matière, d'énergie et d'eau, qui permettent de comparer un petit peu les procédés et de se situer en disant, bon, il vaut mieux que je favorise de ne pas coller des choses. Le collage à chaud, évidemment, ça va consommer ici une énergie plus importante, alors que simplement coudre, couper et coudre, on est relativement bas impact dans ce type de procédé. Donc, ça permet aussi d'arbitrer. Là, on n'est pas en quantitatif, on est un petit peu plus en qualitatif. Vous avez aujourd'hui des outils que vous connaissez certainement, comme le HIG Index, H-I-2-G Index. Dans le domaine textile, c'est la ressource qui est la plus riche aujourd'hui parce que une analyse de cycle de vie que je décrivais tout à l'heure se base aujourd'hui sur des bases de données de matière où chaque matériau a été préévalué et on connaît du coup les impacts d'un contreplaqué, de l'acier, de l'aluminium, du coton, mais de manière assez générale d'une part, et d'autre part, on n'est pas si complet et riche que ça sur les bases de données classiques utilisées dans l'analyse de cycle de vie. Une des bases de données les plus fameuses, on va dire, étant EcoInvent. Le Higg Index s'est vraiment penché sur une question textile, matériaux souples, en tout cas. Vous avez aussi du cuir et des matières plastiques qui interviennent dans ces domaines de la mode, on va dire. Et du coup, c'est une base de données et un outil qui est assez intéressant, certainement pour vous, pour pouvoir comparer rapidement sur des projets les impacts, par exemple, de choix de matière. Ici, vous en avez un exemple. On a tiré du Higg Index qui a donc sa méthodologie, un petit peu analyse de cycle de vie spécifique. Ce type de comparatif où vous voyez à quel point la laine, l'alpaga est beaucoup plus impactant que ici du cuir, mais que de la soie, du coton, de la laine classique, un cuir synthétique qui utiliserait du polyuréthane, une fibre nylon, une fibre viscose et une fibre polyester. Ça remet un peu les idées en place de se dire « Ah oui, quand même, ça veut dire que moi qui crois éventuellement toujours que des matières naturelles comme de la laine, du coton ou de la soie
c'est mieux parce que c'est naturel et parce que ce sont des ressources qui sont liées à l'idée d'une renouvelabilité. Puisque normalement, le coton, je peux refaire pousser. La soie et la laine, même si c'est de la ressource animale, ils se reproduisent, donc on est sur une ressource renouvelable. Et ben pourtant, c'est le polyester, le bon vieux polyester des familles, plastique, qui a une si mauvaise réputation, qui est ici le meilleur dans ce choix-là. Alors, Donc c'est... excusez-moi, je me Ouais. sens obligée d'intervenir. Ça, je suis très, très perturbée par ce type de graphisme. Est-ce que vous pouvez dire sur quel impact, parce que là, je ne le vois pas sur la slide, sur quel impact le pétrole, donc, qui est une ressource un petit peu controversée, sur le pétrole, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que là, si je lis ça, moi, je me dis, OK, ben, je vais acheter que du polyester et je laisse tomber la laine. Ben, Voilà. hélas, beaucoup d'études vont vous dire ça, effectivement. Alors, le Higg Index, encore une fois, c'est une méthodologie propriétaire de Higg Index qu'ils décrivent en détail, mais ils ont une petite sauce interne qui fait qu'ils proposent ce qu'on appelle un single score, c'est-à-dire que les impacts que l'on voyait tout à l'heure un petit peu détaillés, ils l'agrègent en une note et c'est comme ça qu'ils peuvent classer en fait de manière un peu simplifiée les matières. Donc c'est un single score agrégé. On peut replonger très spécifiquement dans leur manière de calculer, mais vous avez une série d'impacts dont l'impact carbone, mais pas seulement, qui sont pris en compte. Et la question du plastique ayant une mauvaise réputation, mais arrivant souvent en tête des meilleures options, moi je le crois tout le temps. C'est-à-dire que beaucoup de marques aujourd'hui se positionnent sur un no plastique et il y a beaucoup de projets sur lesquels le plastique serait la meilleure solution. Donc là-dessus, il faut faire très attention et c'est pour ça que nous, on va prêcher pour une mesure régulière, voire systématique, parce qu'il y a tellement de préjugés à ce niveau-là que c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que n'importe quel projet, le plastique sera meilleur, mais très souvent, il se positionne pas mal parce que c'est une matière qui est super performante pour peu de matière. Un sac plastique par rapport à un sac en papier, on nous a fait tout un pataquès pour enlever les sacs plastiques des supermarchés. Les études montraient malgré tout que le sac plastique était bien meilleur. Réutilisation possible, beaucoup moins de matière qu'un sac papier. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un petit peu surprenant, mais c'est une réalité en fait. Ici, vous avez un exemple de Lévis qui a partagé en fait son analyse de cycle de vie faite sur un jean où on va vous dire quel est l'impact en termes de changement climatique, d'eau consommée, des questions de santé des écosystèmes, des questions d'utilisation de ressources agricoles, par exemple, et puis des équivalents, parce que c'est vrai que quand on vous dit 33,4 kilos de CO2 équivalent, vous êtes, ok, c'est super, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Donc souvent, on va utiliser effectivement ce ressort-là de vous le convertir en, pour le CO2, un trajet, par exemple, ou de l'utilisation, par exemple, là, vous voyez, d'un grand écran plasma, c'est 246 heures pour un jean. Donc, ça permet de situer un petit peu les consommations. Et ce qui ressort d'études de ce type-là, c'est le fait que ce qui va être le plus impactant, c'est le fait que les usagers entretiennent leur jean. Donc, en fait, c'est quelque chose qui échappe à la marque, mais dont elle a une forme de responsabilité. Donc, là aussi, il y a aussi derrière à la fois de trouver les meilleurs systèmes pour que la maintenance, l'utilisation du produit soit optimisée et soit la moins impactante derrière. Et puis, une question de pédagogie pour inviter vos consommateurs à moins laver, par exemple, peut-être le jean. Et puis, ce qui est très impactant, c'est la culture du coton qui, on le sait, est une culture qui est très gourmande en eau, en pesticides, entre autres. Voilà. Et donc, quand on rentre dans les détails, c'est un document qui est complètement disponible et que je peux éventuellement aussi vous partager si vous voulez, mais on a
une vision en détail avec, par exemple, sur la consommation de l'eau, on a une répartition, c'est la fibre et l'obtention de la fibre qui représente la plus grande consommation, par exemple. Mais par contre, la maintenance par le propriétaire du jean est aussi très importante. Donc, ça permet de situer tout ça en détail et d'en déduire derrière, là on est sur l'impact sur le changement climatique, d'en déduire des leviers d'action à différents niveaux pour vous, Marc, à la fois en amont sur le choix de la matière, mais aussi, je vous disais, en aval sur une sensibilisation du consommateur à d'autres types de comportements avec ses vêtements. Autre exemple ici d'une ACV qui permet d'avoir les détails des émissions carbone dans le domaine. Donc, vous avez par exemple une chemise en coton, en viscose, une robe en polyester, etc. Et c'est ramené sur les étapes du cycle de vie. Donc, en bleu, c'est la matière première et son impact. Ensuite, on a l'approvisionnement, la distribution, l'utilisation, etc. Donc là aussi, ça permet de situer des choses. Ce qu'on voit et ce qu'on en déduit, c'est qu'il y a deux grandes phases. C'est la matière, effectivement, dans le domaine de l'habillement qui va être très importante, et la mise en forme. Et c'est vrai que la phase d'utilisation, elle est aussi assez importante. Voilà, donc je ne vais pas forcément toujours tout détailler, mais c'est pour vous donner aussi des visions sur des représentations, sur le type de résultats que l'on peut espérer avoir. Ici, c'est une autre analyse qui a été faite sur le mapping en Europe dans le domaine de l'habillement, et où on a par exemple sur l'impact carbone une répartition du type de fibre. Le coton étant le plus impactant. Derrière, on a quand même le polyester. Ici, on a les étapes dans la production, la transformation, etc. Donc là aussi, ça permet de situer un petit peu. Et en fonction des critères, on voit bien qu'on est assez différents. La consommation de l'eau pour le coton est énorme. Le polyester devient moins important. Alors que sur l'impact carbone, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je vous propose un petit focus cuir, là aussi un peu étonnant. On a comparé entre un cuir véritable, une imitation cuir avec un polyuréthane, et un cuir recyclé. On a regardé un petit peu les cycles de vie, en fait, on a des différences évidemment dans la production, sur le cuir véritable avec de l'élevage, alors que dans le cuir synthétique, on est plutôt dans la chimie et la pétrochimie. Et dans le cuir recyclé, on va récupérer les chutes de production de l'univers cuir véritable. Et ça permet de regarder un petit peu. On a utilisé là aussi l'index IG, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le seul endroit où on a suffisamment de données. Et encore, en termes de données, c'est assez limité sur le cuir recyclé aujourd'hui dans la littérature. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le cuir véritable, en single score agrégé en utilisant le Higg Index, est beaucoup, beaucoup plus impactant qu'une imitation cuir polyuréthane, plastique, et que du cuir recyclé. Et qu'en gros, il faut de nombreuses années, plus de 10 ans, pour que tout d'un coup, le cuir véritable commence à être une solution intéressante en termes d'impact. Donc, si on propose un objet en cuir qui est suffisamment durable, on peut se dire, OK, intéressant peut-être d'avoir du cuir véritable. En revanche, si on n'est pas aussi durable que ça, on voit bien que pour une utilisation assez courte en termes de temps, il vaut mieux favoriser le cuir recyclé en premier et ensuite une utilisation avec un cuir à base PU. Vous n'avez pas l'air d'accord? Non, je suis désolée, c'est très compliqué d'entendre ça, étant donné que le cuir, on va dire, c'est un déchet.
Ah, vous me dites non, je ne sais pas. Alors après, Non, alors, il y a un gros débat là-dessus. Nous, on vient, oui, cette étude, on l'a faite il n'y a pas très longtemps avec Émilie, donc, qui est notre spécialiste analyse de cycle de vie. On partait, nous aussi, avec la conviction, parce que ça fait des années qu'on tous répète ça, que le cuir est un sous-produit de l'industrie alimentaire, donc tout va bien. En fait, ce que Émilie, elle, a identifié aujourd'hui, c'est que, et l'industrie du cuir, d'ailleurs, n'en fait absolument pas état comme un argument prépondérant, que la plupart du temps, les bêtes ne sont pas prioritairement élevées pour la viande, elles sont élevées pour le cuir avec des conditions spécifiques. Il se peut qu'elles soient mangées ensuite, mais en fait, c'est la viande qui est un sous-produit à ce niveau-là. Et que ce n'est pas un argument. Moi, je suis aussi surprise que vous sur ce type d'études, mais quand on commence à vraiment rentrer dans les impacts et justement avoir des approches un petit peu chiffrées, franchement, et hélas, parce que je préfère largement le cuir véritable personnellement, très très difficile de justifier aujourd'hui une utilisation de cuir qui ne serait pas très durable. En revanche, beaucoup des objets en cuir que l'on a durent de nombreuses années. Donc là, ça commence à être intéressant. Si le blouson... Pardon ? Bien plus qu'un PU, de toute façon. Bien sûr. Mais là, ce que ça montre, c'est que vous avez le temps de remplacer 3 fois un sac en PU avant d'arriver à un impact équivalent à un sac en cuir. Donc, est-ce que ça sera fait? C'est ça la question. Mais un blouson en cuir, un superbe sac en cuir, des chaussures en cuir de grande qualité, si elles durent 10, 15, 20 ans, passent d'une génération à l'autre, là, on commence à justifier l'utilisation du cuir. Mais sinon, si c'est pour une petite trousse qui va être promotionnelle, non. Là, l'usage, ce serait vraiment dommage et beaucoup plus impactant d'utiliser un vrai cuir. Donc, c'est ça qu'il faut. Je comprends ce que vous dites. Maintenant, effectivement, l'industrie du cuir et la fédération du cuir je ne sais pas si vous avez vu, mais a communiqué assez récemment en disant attention, le cuir, c'est un déchet, etc. Parce qu'ils sont très attaqués dans leur industrie au niveau cuir véritable. Donc, effectivement, dans tous ces sujets-là, il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire et voilà, on est sans arrêt ballotté entre ok, c'est ça qu'on doit faire, ah non, c'est plus ça, etc. Donc pour nous, c'est vrai que c'est très compliqué. Si je reparle du polyester, en fait, si je me base sur League Index et l'affichage environnemental auquel on va être tous confrontés, en fait, avec ce type League Index, on va dire aux clients, attention, un chemisier en polyester, ma note environnementale, elle est de A. Mais mon pull en laine, ma note environnementale, je pousse le trait, elle est de E. C'est-à-dire, quelle information je donne au client? Il faut mieux qu'il achète un polyester chinois plutôt qu'une laine qui, hypothétiquement, pourrait venir de façon plus proche? Je ne peux pas vous répondre en général. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis d'accord avec vous. C'est très compliqué, perturbant et un petit peu frustrant et harassant de se dire comment on fait. Ce que je vais dire, c'est juste, il faut calculer vraiment et arrêter de se dire ils me disent ça, j'ai vu ci, etc. Il faut calculer dans votre contexte avec un périmètre spécifique et choisir ce qui vous semblera le plus cohérent avec votre stratégie en essayant d'être effectivement le moins impactant et à chaque fois communiquer le contexte dans lequel vous avez calculé. Parce que le problème, c'est que ces analyses de cycle de vie, elles peuvent aussi se manipuler en un sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les comparer si elles n'ont pas le même périmètre. On ne peut pas les comparer si elles n'ont pas les mêmes méthodologies. On ne peut pas les comparer si elles n'ont pas utilisé les mêmes bases de données. Donc, c'est un casse-tête supplémentaire. C'est vous, votre marque, éventuellement, il faut qu'elle regarde, OK, moi, là, j'ai une production polyester dans ce type de contexte. Ça sera fabriqué en Chine, ça va impliquer tant de grammes de polyester, ça va être emballé, machin, etc. Sinon, j'ai une production laine, elle est dans tel contexte. Je compare et je choisis celle qui est la moins impactante si possible pour telle et telle raison et le communiquer.
Et c'est ce qu'on voit en fait, je vais aller un peu plus vite là-dessus, Pardon, c'est que vous... Élodie, Non, 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 non. Oui. je peux me permettre d'apporter peut-être un petit complément d'information. Et je crois que Nathalie, vous avez une question. Je vous passe la parole juste après. Je vais être brève. Euh, pour rappel, parce que je vois que ça suscite beaucoup d'interrogations en voyant vos visages et vos réactions et les questions que vous avez soulevées, Céline, qui sont tout à fait justes. Je me permets de rappeler le premier objectif qu'on s'est donné en ouvrant l'atelier ce matin. C'était de parfois vous aider à vous apporter un esprit critique par rapport à tous les projets d'éco-conception que vous pouvez voir aujourd'hui qui émergent, et notamment toutes les études de cas que vous présente, Élodie, qui ont parfois des résultats qui sont contre-intuitifs, surprenants, et qui relèvent d'études de cas qui ont des limites, qui ont un scope défini avec une étude spécifique en fonction de la provenance du pays, du mix énergétique, des matières employées, etc. Je pense que pour essayer de répondre à la question, Céline, est-ce qu'il faut que j'utilise alors maintenant que du polyester ou que de la laine? On ne peut pas répondre à cette question. Et tout ça va dépendre, et c'est ce que disait Elodie, d'une stratégie plus globale d'éco-conception. Je vous disais que l'éco-conception, c'était faire des compromis. Est-ce que vous voulez faire de l'éco-conception pour plus de durabilité, pour plus de recyclabilité? Est-ce que vous voulez travailler sur l'impact CO2? Est-ce que vous voulez travailler sur l'impact eau? Donc tout ça, ça va dépendre de la stratégie de chacun, des objectifs que vous fixez en amont et de quel scope et quelles limites vous mettez à votre projet. Là, l'idée, c'est un petit peu d'essayer de vous apporter des clés de lecture et d'essayer de parfois casser certaines idées reçues qu'on peut avoir et de vous aider à vous forger un regard critique sur toutes ces questions. Voilà, c'était un petit remise en contextualisation là-dessus. Et je crois que Nathalie, vous avez une question. Non, non, c'était juste une réflexion à ça. Je ne sais pas si j'ai un micro. Oui, c'est bon. C'était juste une réflexion. C'était vrai que c'était assez surprenant le graphe qu'on appelle ça, le cuir. Et c'est là où la durabilité rentre en ligne de compte quand même. Parce que, Bien sûr, le temps, c'est évidemment un des critères sur lesquels vous pouvez jouer. Si vous faites un objet qui va durer très 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 longtemps, vous pouvez vous permettre d'utiliser des choses qui au départ auraient pu être plus impactantes qu'une autre. C'est un paramètre qui est pris en compte dans les analyses de cycle de vie, évidemment. Parce qu'on voit quand même dans le recyclé ou en tout cas dans le recyclé, l'usage et le temps d'usage n'est pas le même qu'un produit qui n'est pas recyclé. On arrive à des limites de pourcentage dans le produit recyclé qui affectent la durabilité. Quelquefois, oui, c'est vrai qu'il y a des matériaux qui, à force d'être recyclés, deviennent moins… boulochage, il y a du retrait. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Sur le boulochage, il y a un problème de durabilité, par exemple, puisque la fibre étant recyclée, elle bouloche, pas tant sur le retrait, etc., mais sur le boulochage, donc durabilité finalement. Voilà, c'est pour ça que je suis assez surprise. Tout ça, c'est effectivement à prendre en compte quand vous faites une étude. Encore une fois, la Ligue Index ne va pas forcément se baser sur un cycle de vie complet avec la phase d'usage qui est prise en compte, mais on pourrait étudier en se disant, OK, on prend polyester et on prend polyester recyclé, on regarde vraiment, on inclut la phase d'usage, et dans la phase d'usage, il va falloir déterminer un scénario avec combien de lavage, et on va regarder, et si on fait varier le nombre de lavages, est-ce que ça change quelque chose, etc. Tout ça, ça devrait être regardé. Je dis bien ça devrait, parce que, évidemment, une analyse de cycle de vie, c'est beaucoup de travail, dans le sens où c'est de la collecte de données précises, plus ou moins précises, mais plus on est précis, mieux c'est évidemment. Ça implique du temps, donc de l'argent, et c'est rarement fait de manière systématique, parce qu'on n'en a pas forcément les moyens. Par contre, c'est intéressant, du coup, de se baser sur des études, soit qui ont déjà été faites, soit d'en faire quand même de temps en temps sur des produits très représentatifs de votre gamme, pour avoir des clés et du coup des guidelines que vous pourriez ensuite remettre sur le tapis, quoi. Est-ce qu'il existe un outil qui complète l'index justement sur ce type d'études? Est-ce qu'il y a un outil complet finalement qui soit comparable d'une enseigne à une autre, ou qu'on travaille sur le même périmètre, en tout cas quantitatif? Est-ce qu'il en existe un du coup?
Pas vraiment, en fait. Aujourd'hui, ça, c'est en train de se constituer de plus en plus. Nous, on est partie prenante d'initiatives de ce type-là, par exemple, dans le domaine du retail. Vous avez des groupements professionnels qui, à mon avis, dans quelques années, tous les groupements professionnels auront mis en place des outils d'analyse de cycle de vie ad hoc où toutes les marques pourront rentrer leurs paramètres, avoir un petit gloubi-boulga qui vous donne un score pour pouvoir, dès la phase design d'ailleurs, évaluer quel serait le moins 10 ans en termes environnementaux et tout le monde utiliserait le même standard. Enfin, même si vous savez... Parce que, vous savez très bien que le même standard dans le monde entier, si on savait le faire, on l'aurait déjà fait. Donc, mais bon. Non, c'est pas ça, c'est qu'avec l'affichage environnemental, normalement, c'est supposé être fait, puisque l'affichage environnemental devra avoir un outil ISO pour que tout soit comparable, pour que le client final dise, n'est pas à se poser la question si le A est vraiment A chez la marque ou pas, parce que ça a été un périmètre différent. Sûr. Donc, l'affichage environnemental, c'est prévu pour 2025. Dans quelques années, c'est demain, en fait. Donc, oui, de toute façon, et le choix des matières et de l'impact, c'est maintenant, puisque nos collections, on est en train de les faire et de les fabriquer. Donc, c'est là où je suis très étonnée voilà. C'est tout. Juste si je peux intervenir, Nathalie, vous avez actuellement 2 outils qui sont en étude, mais sur lesquels on peut travailler. Vous avez le Glimpact, G-L-I-M-P-A-C-T, qui est très complet, qui comprend toute la matière première, le cycle de vie, le plastique, le transport, pas mal de choses sur la durabilité. On est plus sur des notions effectivement de boulochage, d'étirement au niveau des produits. Vous avez ça et vous avez Wikicarbone qui est plus simple pour moi à l'heure actuelle, mais qui comprend aussi toutes ces données de cycle de vie. Mais l'affichage environnemental, c'est vraiment un très, très gros sujet. Et vous avez 11 études actuellement qui en fait benchmark complètement tous leurs outils, toutes leurs bases, etc., pour effectivement déboucher sur quelque chose qui, et Elodie, on est bien d'accord, si on savait tous sur quelle base on pouvait se mettre, ce serait merveilleux. On le serait, oui, non mais actuellement, et c'est pour ça que je réagissais sur le polyester, la laine, sur tous ces sujets-là, parce que qu'est-ce qu'on veut dire? Moi, ce qui me perturbe, c'est qu'est-ce qu'on veut dire à notre client, parce qu'on a aussi les problématiques de communication. Actuellement, quand on communique sur Guts, sur Ecotex, on sait un petit peu de quoi on parle. Maintenant, je n'imagine pas trop parler de carbone à nos clients, et comment je les mesurais, comment ça se passe, etc. C'est des notions qui, pour nous, dans le textile, sont encore très, très complexes. Oui et non, parce que... Pardon. Non. Vous avez là, par exemple, 2 marques exemple Nudie Jeans qui va beaucoup communiquer en fait sur la manière dont ils abordent la question environnementale et c'est en libre accès. Ils ont progressé d'ailleurs au fur et à mesure des années. En ce moment, donc ils proposent des catégories de matières qui sont regardées en détail. Nudie Jeans, vous pouvez aller sur leur site internet. À chaque produit, vous avez en fait le cycle de vie avec des informations et qui fabrique. Donc il y a une traçabilité qui s'organise et qui est communiqué. Donc, ça peut passer au-dessus de la tête de tout un tas de clients, mais ça peut aussi vraiment faire écho dans la mesure où les clients, c'est nous tous, et on est quand même de plus en plus au fait de ces questions-là. Donc, il faut bien prendre en compte qu'aujourd'hui, certaines personnes savent très bien de quoi on parle. Nudie Jeans, ils ont vraiment travaillé aussi sur cette idée du cycle de vie avec la fin de vie du jean. Alors, non seulement on essaye de le maintenir le plus longtemps possible avec proposer des ateliers de réparation, etc., mais en plus, en fin de vie, ils ont des débouchés où ils vont récupérer la matière et ils proposent des tapis, par ailleurs très, très chers. Donc, en termes financiers, ils n'ont pas non plus raté leur coup. Donc, ça, c'est une approche. Vous avez aussi Reformation, qui est assez exemplaire comme marque dans le domaine, qui communique de manière très, très ouverte et depuis déjà de nombreuses années
avec là aussi une grande progression. Aujourd'hui, ils sont sur 3P. Vous savez que le développement durable, c'est People, Planet, Profit. Eux, ils sont sur Product et ils vont vraiment décrire leur démarche, leurs actions, leurs objectifs à chaque fois. Donc, People sur le volet social, Planet, volet environnemental, et leur progress qu'ils monitorent très précisément. Et c'est des marques qui osent complètement parler de leurs faiblesses, ce qui devient d'ailleurs aujourd'hui un vrai argument marketing, je trouve, assez sexy. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on ne croit plus trop ni au discours des hommes politiques, semble-t-il, ni au discours des marques qui vont nous dire qu'ils sont les mieux positionnés et les meilleurs au monde, hein, et qui font tout bien. On sait très bien que nous, on ne fait pas tout bien. Donc, on aime bien entendre que les autres aussi ont des problèmes et connaître les problèmes. Et une marque qui aujourd'hui va s'ouvrir honnêtement et va commencer à dire, bah, écoutez, on a regardé, mais finalement, tous les calculs montrent, et on vous montre les calculs, le polyester, c'est mieux que la laine. Donc, on va aller vers le polyester pour ces raisons-là. Et ben, c'est des marques qui, aujourd'hui, ont des points supplémentaires. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'avais fait un petit écart par rapport à nos discussions. Donc, ça, c'était le cuir. Je voulais juste vous montrer, pour l'anecdote, et puis c'est bientôt l'heure, une initiative qui s'est concentrée sur l'eau, par exemple, qui s'appelle Wonder Water, qui voyage dans le monde et qui, en étant, par exemple, là, à l'occasion du Salon de Milan en Italie, avait regardé les plats typiques italiens. Et sur l'eau, une pizza Regina Margherita, par exemple, c'est 793 litres d'eau. Donc, quand vous avalez une part de pizza, il faut réfléchir à ce que vous faites. Les litres d'eau, là, sont comptés. C'est pour faire pousser le blé pour la pâte, les tomates, etc. Un espresso italien, vous voyez la quantité de liquide que vous avez dans votre tasse, c'est 125 litres d'eau. Et alors, le café au lait, vous oubliez, c'est terminé pour vous, hein. C'était peut-être le dernier ce matin, mais vous allez passer à la citronnade, qui est beaucoup, beaucoup moins impactante en eau, par exemple, parce que les citrons, ils ont besoin de moins d'eau pour pousser. Donc, voilà, c'est juste... Là encore, des choses qui remettent un petit peu des curseurs. Le calcul, il faudrait se pencher vraiment sur leur méthodologie, etc. On est d'accord, mais ça montre qu'aujourd'hui, on est en train de monitorer un petit peu tout et commencer à mettre des chiffres. Et c'est aussi important pour regarder la progression. Parce que quand vous avez fait une première analyse de cycle de vie aujourd'hui, vous allez pouvoir refaire l'analyse de cycle de vie après-demain et vérifier qu'avec la même méthodologie exactement, vous êtes bien en progression et ça, c'est important. Donc l'eau, c'est effectivement aujourd'hui une denrée qui devient rare dans beaucoup de pays, qui sera peut-être plus intéressante que l'or à garder à un moment donné. Un jean, par exemple, c'est 285 douches. Donc, voilà, là aussi, ça fait réfléchir. Et je vous le disais, aujourd'hui, cette idée de transparent, parce que là, on a besoin d'organiser une traçabilité extrêmement précise. Et dans vos domaines, c'est compliqué, en plus, hein, d'arriver à savoir où était planté le coton, c'est sportif. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. On y est arrivé sur d'autres filières, filière alimentaire, entre autres, même s'il y a des couacs des fois, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. En termes de grandes recommandations, on peut se faire des checklists comme ça, du coup. Dans le domaine textile, c'est par exemple penser zéro déchet, donc optimiser le patronage, avoir le moins possible de chute de tissu, minimiser les accessoires, parce qu'on sait que derrière, ce sont des perturbateurs de recyclage, en fait. Quand vous avez des rivets, des petits boutons, des trucs comme ça sur des vêtements, ça pose un problème en fin de vie. Favoriser le monomatière, toujours pareil, en vue d'une fin de vie qui va être recyclée. Essayer de remplacer les imprimés à base d'encre synthétique par des choses qui sont plutôt brodées ou tissées. Ça sera là encore plus facile en fin de vie. Favoriser des fibres naturelles avec des garanties en approvisionnement durable, même si vous le voyez quelquefois en fonction des calculs, ce n'est pas forcément ça qui ressortirait en premier. Si on utilise des fibres synthétiques, essayez les fibres recyclées. Je suis d'accord avec vous qu'il y a peut-être une question de durabilité qu'il faudrait regarder. Donc là encore, on est sur des grandes recommandations. On est sur du qualitatif et pas sur du quantitatif. Mettre en place une stratégie de récupération des microfibres, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, avec l'utilisation des fibres plastiques, est problématique.
Toute la question des ennobissements, teintures, finitions, ben déjà, si on peut l'éviter, c'est mieux, mais sinon, il faut aussi regarder à ce niveau-là qu'on soit plus vertueux. Contribuer à un allongement de la durée des vêtements, c'est ce qu'on se disait, et puis favoriser des productions locales. Ça peut être une petite liste à suivre, et en fonction des entreprises et des stratégies, on peut se mettre en place comme ça des guidelines qui permettent, sans avoir à calculer à chaque fois, de savoir quelles ont été les décisions de la marque et d'aller vers ces grandes lignes qui sont données. Donc ça, on l'a vu ensemble. Et hop, il y a une chose qui est très importante aussi dans le domaine environnemental ou développement durable, c'est la question temporelle. On voit évidemment qu'on est dans des cycles de renouvellement de produits qui sont tellement effrénés qu'il est compliqué d'anticiper, d'arriver à progresser réellement en termes d'impact environnementaux parce que on est complètement embarqué dans un truc qui est sans fin, sans respiration. C'est là où c'est important effectivement de se demander si la rythmicité en termes de changement de collection, etc., on a besoin d'être dans autant de rapidité. Et même si on continue à avoir cette rapidité, essayer de toute façon d'avoir plusieurs coups d'avance pour anticiper. C'est vraiment cette question de timing est assez importante. Ce qui est important aussi, c'est d'embarquer tout votre écosystème. C'est-à-dire que vos fabricants finaux, comme vos fabricants de matières premières, il faut que tout le monde soit dans le même bateau, sensibilisé, avec vous souvent en leader, on va dire, d'opinion et de stratégie. Mais si tout le monde n'est pas convaincu et tout le monde n'est pas mis au fait aussi des ambitions et des stratégies, c'est très compliqué de faire progresser évidemment les choses. Donc c'est compliqué, c'est évident, mais on y arrive quand même à faire progresser. Et sur la question des matériaux spécifiquement, nous, ce qui va vraiment nous tenir à cœur, et s'il y a une seule chose à retenir pour nous, c'est qu'il n'y a pas de matériaux écologiques à proprement parler, ça n'existe pas. Encore une fois, un matériau, il va falloir le remettre dans un contexte très précis. Certaines matières vont être plus ou moins impactantes en fonction du domaine d'utilisation et du contexte d'utilisation. Donc, il faut vraiment se méfier de ces préjugés sur la matière en se disant c'est naturel, c'est forcément mieux, etc. Il y a par contre des attributs environnementaux que l'on peut associer aux matériaux. Et ces attributs-là sont assez récurrents dans tous les domaines, avec peut-être pour vous un petit peu moins de questions de COV, mais est-ce que votre matériau est monomatière? Est-ce qu'il fait partie, appel à de la ressource qui est renouvelable? Donc renouveler, c'est se renouveler à une échelle de temps humaine, on va dire, parce que si ça se trouve, si on se retrouve dans 3 millions d'années, il y aura à nouveau beaucoup plus de pétrole sur la Terre. Le problème, c'est qu'on va a priori pas se retrouver dans 3 millions d'années, à moins qu'entre-temps, on ait trouvé la recette de l'immortalité. Donc, on est plutôt sur des ressources renouvelables rapidement, on va dire, à l'échelle d'une vie. Est-ce qu'on intègre du contenu recyclé? Est-ce que la matière, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire au moment de sa production ou au moment de son usage, ou les deux, émet des composés organiques volatiles? Les matières plastiques, en l'occurrence, vont émettre des substances qui peuvent être toxiques. Donc ça peut être aussi quelque chose à regarder. Et est-ce que votre matière est recyclable? Potentiellement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dire tout va bien, mon truc est recyclable, c'est quand même assez léger dans la mesure où c'est pas parce qu'il est recyclable sur le papier qu'il est recyclé dans la réalité. Donc, il faut se méfier sur ce type de choses. Mais avoir ces attributs environnementaux, ça permet par exemple de faire des matrices de ce type-là qui vont permettre de positionner des matières. Donc, d'un coup d'œil, on va dire, on va avoir ok, celui-là, il est pas trop mal, mais je pourrais peut-être faire progresser, etc. Donc ça, c'est une évaluation à nouveau qualitative et pas quantitative. Et un exemple qui remet les choses à l'heure, par exemple, sur le fait que des matériaux, c'est pas toujours
si facile de dire s'ils sont comme ça, là, écologiques. Alors, on n'est pas dans le textile, mais on est dans le retail à nouveau. Et on a comparé, en fait, pour un pop-up store qui allait durer 2 mois, des possibilités pour faire des grands aplats de matière rouge. L'option de base, c'était d'utiliser du MDF médium, une matière à base de poudre de bois et de colle, avec de la peinture rouge dessus. Une autre option, c'était d'utiliser du Dibond, qui est un sandwich très fin d'aluminium et de polyéthylène et d'aluminium, qui existe déjà en standard en rouge en plus. Ou bien de tendre des bâches textiles, soit 100% PVC, soit un PET plus un polyamide. Et on a comparé sur 3 indicateurs en faisant une analyse de cycle de vie, l'impact sur le changement climatique, donc le CO2, un impact sur les pollutions de l'environnement et puis l'utilisation de l'eau. Et on se rend compte que les 2 options textiles, en fait, sont bien moins impactantes que utiliser un matériau bois au départ, plutôt. Et là aussi, la matière plastique gagne. Si on avait comparé 1 kg de PVC avec 1 kg de MDF, de médium, le médium aurait été moins impactant. Le problème, c'est que remis dans un contexte, on ne compare pas des kilos, on compare un mètre carré. Et pour 1 mètre carré de médium, on a 25 fois plus de matière, de poids de matière que l'on a de plastique. Du coup, la matière plastique devient la meilleure solution, beaucoup moins impactante, parce que pour le même service rendu, faire des aplats rouges pendant 2 mois, eh ben, on a vachement moins de matière. Donc, ça montre qu'on ne peut pas dire que le plastique, et en plus, au passage, cette marque qui nous demandait cette étude, bannit le PVC. Et le PVC est meilleur que la solution qu'il s'apprêtait à mettre en place. Donc, c'est là où c'est assez étonnant quelquefois, mais ça montre qu'il faut vraiment se méfier de cette idée de matériaux qui seraient mieux ou moins bien que d'autres. Je comprends. Ils ont choisi quoi? Ils ont choisi une bâche PET textile, le meilleur, là. Mais cette fois-ci, ils ont choisi ce qui était recommandé, mais la plupart du temps, nos interlocuteurs ne choisissent pas forcément ce qu'on leur a recommandé. Donc voilà, mais au moins, ils le font en pleine conscience. C'est ça qui est important. Donc ça, c'était un exemple. Alors, dans le domaine des matériaux, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez effectivement toute une série de labels qui peuvent vous aider et qui peuvent aider aussi le consommateur, que l'on est tous à un petit peu s'orienter. Si vous êtes plutôt bio aujourd'hui, vous prenez un petit peu les yeux fermés du AB parce que bon, au moins il y a cette garantie-là. Donc c'est un petit peu le même système dans le domaine des matériaux. On va pas, ça peut, rester longtemps sur ces labels. Il y en a qui sont spécifiques textiles et il y en a qui sont liés à d'autres types de matériaux, aux émissions COV, etc. Mais ça vous permet effectivement de vous repérer de manière un petit peu plus facile. Je voulais revenir sur une notion qui est celle de la renouvelabilité. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est cette idée que ça se reproduise dans un cycle de vie lié au temps humain, on va dire. Ici, vous avez un schéma qui va vous montrer la surface, là, à gauche, que l'on a sur la planète, surface totale que l'on peut occuper, qui aujourd'hui se répartit entre les surfaces agricoles, la montagne, la forêt et les villes. Si on prend juste les surfaces agricoles, on les redivise, on va se rendre compte qu'il y a une partie qui est consacrée aux plantations et une autre partie au bétail. Et si on prend la partie consacrée aux plantations, eh bien, cette partie se redivise en nourriture pour les humains, nourriture pour le bétail, énergie, biocarburants liés au maïs par exemple, et matériaux liés aux ressources donc renouvelables. Ce qu'on voit ici, c'est que du coup, si on veut plus de matériaux à base de ressources renouvelables, de la laine, de la soie, du lin, il va falloir qu'ici, on soit peut-être plus important en termes d'occupation de surface. Donc ici, plus important. Donc ici, plus important, ça veut dire quoi? On déforeste alors, parce que de toute façon, la terre, elle est quand même assez limitée et délimitée. Ou bien, si on ne veut pas déforester, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des arbitrages ici entre moins de nourriture pour le bétail, donc peut-être moins de bétail, plus de surface agricole, etc.,
malgré tout, voilà, on est face aux limites planétaires qui font qu'il y a des arbitrages à faire et que cette idée de favoriser de la matière à base renouvelable n'est pas forcément non plus une solution miracle qui va tout résoudre. Donc, je ne veux pas vous déprimer complètement, mais on reste quand même qu'avec une seule planète, quoi. Du coup, aujourd'hui, on voit qu'on est à 60% a priori de fibres utilisées qui seraient polyester et on anticipe quand même un usage doublé d'ici 2030. Et le coton, c'est 26% des fibres utilisées. Et aujourd'hui, les fibres polyester, comme les autres fibres synthétiques, posent effectivement un gros souci de microfibres qui vont partir dans l'eau, entre autres liées au lavage. Donc, on a aujourd'hui des petites solutions qui se mettent en place, filtres de machine à laver, des choses qui permettent de limiter un petit peu cette pollution. Mais c'est vrai que là-dessus, il y a quelque chose à travailler sur la phase d'usage, de maintenance des vêtements, entre autres. Et là, il y a un grand rôle à jouer du côté des marques pour peut-être une éducation du consommateur aussi un petit peu différente. Donc, il y a aussi la question de la fin de vie en recyclabilité. Je ne sais pas si, du coup, pour vous, parmi ces fibres-là, lesquelles sont recyclables? Est-ce que le coton, pour vous, est une fibre recyclable? Oui, pour moi, les 3 premières, mais je me trompe peut-être. Moi, les 3 premières aussi. Ouais, les 3 premières. Puisqu'elles ne nécessitent pas, entre guillemets, de trucs, du moins de manipulation supplémentaire. Quand on est fibres mélangées, on est obligé de faire, c'est beaucoup plus coûteux, je pense, de refaire du recyclage avec des fibres mélangées que des fibres simples, coton, laine, polyester. Oui, donc effectivement, on est plutôt sur ce type de regard, même si le coton, c'est vrai, se recycle aujourd'hui a priori en recyclage mécanique, c'est relativement maîtrisé, mais on se rend compte qu'on a quand même une fibre qui est un peu dégradée et que souvent, on va pouvoir intégrer que 20% de fibres recyclées. Donc oui, il y a un recyclage en fait, donc j'aurais pu le mettre vert, mais on a du mal à le rebasculer à 100%. La laine, à ce niveau-là, elle peut être recyclée plusieurs fois, donc ça, c'est pas mal. Le polyester aussi va avoir cet atout, et c'est vrai que plus on va mélanger, plus ça va être compliqué en termes de recyclage. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment prendre en compte dans les choix de matière que vous faites, sachant que malgré tout, aujourd'hui, pour l'instant, les chiffres disent qu'en Europe, il y a 80% des textiles qui ne sont pas recyclés. Donc, encore une fois, cet argument du « je suis recyclable, donc tout va bien », ce n'est pas très probant dans la mesure où ça ne sera pas recyclé, en fait, pour l'instant, derrière. Et alors là, bon, on a pris un peu du retard, mais je partagerai effectivement ces éléments-là. Vous avez en fait différentes catégories de matières, des matières cellulosiques, la naturelle, coton, chanvre, jute, lin, viscose, qui sont passées en revue avec une description, quelques recommandations si vous devez choisir du coton. Et puis, leurs attributs environnementaux, donc on ne va pas jouer là ensemble, mais si on reprend ces attributs-là, ça vous permet effectivement de resituer le coton, qui est un monomatériau, à moins qu'il soit évidemment mélangé avec des fibres, qui est une matière renouvelable, qui a priori, telle que, pas tant que ça, recyclée de manière très répandue, on va dire, recyclable un petit peu. Il y a cette notion aussi de compostabilité que l'on peut amener en termes d'attributs environnementaux et puis la question de la toxicité. Et en fait, là, les matières sont passées en revue avec éventuellement des suggestions d'alternatives, donc un fameux coton recyclé, par exemple. Et puis, chaque matière, vous allez avoir le même type de système. Voilà, c'est un petit peu répétitif, donc de toute façon, on ne l'aurait pas poursuivi ensemble. Et vous allez avoir ça sur différents types de matières. Vous avez aussi la soie, la laine, etc., que je vous ferai passer en PDF. Donc, voilà sur ces matériaux. J'ai
une autre partie éventuellement que l'on aurait pu discuter, mais comme Allez-y, on a eu... Élodie, prenez le temps. Ouais. Enfin, je pense que là, on profite du fait que vous soyez là. Allez-y. Oui, Si mais vous je ne veux avez pas vous besoin de... retenir absolument. Donc, voilà, ce que je peux vous proposer là, c'est un petit tour. Je vais essayer d'être la plus rapide possible sur ce que vous avez dû évoquer ce matin, qui sont, là, vous avez le schéma d'Hélène MacArthur sur l'économie circulaire. On va se concentrer plutôt sur la partie droite, qui c'est pour les produits manufacturés. À gauche, on est plutôt dans l'agriculture. Ce qu'on voit ici, une économie linéaire, on va du haut en bas, direct, take, make, waste. Je prends, je fabrique et je jette. L'économie circulaire, c'est organiser des boucles comme ça pour essayer d'éviter d'aller jamais à la poubelle. Et ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est de voir que la boucle du recyclage est la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire la dernière boucle à activer. Vous avez bien d'autres ressorts, maintenir, faire durer, on en parlait tout à l'heure, réutiliser, rebooster un petit peu avant d'arriver au recyclage. Pourquoi le recyclage, c'est la dernière roue du carrosse? C'est qu'il faut remonter quand même assez haut dans la chaîne. On va redépenser quand même pas mal d'énergie pour recycler. Et donc, c'est moins performant parce que ça sera finalement quand même plus impactant. C'est mieux que d'aller perpétuer cette économie linéaire, mais ce n'est pas non plus le top du top, alors que le recyclage, c'est un peu l'obsession d'aujourd'hui. Et là, l'idée, c'est très rapidement de vous faire une petite balade dans des exemples un peu inspirationnels, justement sur ces ressorts, ces boucles. La première boucle, de toute façon, elle est en amont, c'est réduire, essayer d'utiliser le moins possible. Ici, vous avez un projet intéressant de Christine Mendersma, qui est une designer néerlandaise. Son projet s'appelle One Sheep, One Sweater. En gros, c'est la terre, elle est comme ça. Là, on vous donne un mouton. Si vous tombez sur un petit mouton, vous aurez un petit pull. Si vous tombez sur un gros mouton, vous aurez un plus gros pull. Tant mieux, vous aurez de la chance. Mais voilà, c'est un peu le truc qu'on vous donne, quoi. Donc, cette idée de la matière, il faut essayer quand même d'être assez parcimonieux avec. Réduire, on le voit arriver dans d'autres domaines, c'est aussi de ne pas en faire des caisses. Et aujourd'hui, vous avez une vraie tendance architecturale, entre autres dans le retail, où la boutique, on ne va pas reconstruire une white box, une boîte blanche nickel, tout avec plein de placo-plâtre, etc. On laisse l'univers brut et on ne ramène que certains endroits assez chics, assez luxueux, qui par contraste d'ailleurs mettent d'autant plus en avant les produits, et ça permet d'éviter d'avoir tout un tas de matières supplémentaires qui n'est pas forcément indispensable. Réduire ici dans le packaging, où ici vous avez une nouvelle version de la bouteille d'eau. Ce sont des doses d'eau qui sont des gouttes d'eau qui sont entourées d'une pellicule en algues. C'est partie du tout mouvement de la cuisine moléculaire avec de la sphérification à base d'agar-agar et de choses comme ça. Et vous pouvez gober la goutte. Il n'y a aucun packaging, aucun déchet et une réduction en fait d'utilisation de matière. Réduire, c'est aussi avec l'idée d'une forme de réutilisation. Donc, on va réduire la matière première et réutiliser des éléments. Donc, c'est tout un tas de mouvements autour de l'upcycling de vêtements avec des initiatives de plus en plus nombreuses à ce niveau-là. Ici, vous avez un prix qui s'appelle le Redress Design Award où on va vraiment réutiliser en fait des vêtements existants. Il y a cette idée de maintenir le plus longtemps possible. Ça passe par la réparation. Donc, de la machine à laver qui, à mon époque, quand la mère Denis nous vendait Vedette, c'était pour plusieurs générations. Depuis, quand vous achetez une machine à laver, c'est pour quelques années. Il y a une obsolescence programmée, etc. On revient sur cette idée-là. Et ici, l'increvable, par exemple, qui a été conçu par un designer français, c'est cette idée qu'on puisse démonter, réparer facilement pour faire durer la machine. Mais la réparation, elle est aussi présente effectivement dans vos domaines avec de plus en plus de propositions. Ici, Patagonia, c'est un acte radical. On est vraiment sur une autre manière effectivement d'imaginer vendre le produit et le proposer en durée. Et on voit des initiatives comme par exemple chez Selfridge où vous avez des endroits, des ateliers où on peut proposer de la réparation, de la customisation d'anciens vêtements, etc. Réutiliser, un autre des ressorts de l'économie circulaire, réutiliser parce qu'on a un seul contenant et on remet un produit sec en plus, donc en termes de transport, beaucoup moins impactant que d'avoir transporté le produit avec de l'eau, ou qu'on a, nous, de la chance d'avoir au robinet. Donc, je mélange les deux, j'ai un contenant qui est pérenne et je le réutilise constamment. Je réutilise parce qu'on me propose ces boîtes de chaussures qui sont bien conçues et qui vont devenir un petit meuble à chaussures que je vais avoir envie de garder.
ou bien je réutilise en proposant une fonction supplémentaire. Par exemple, ces bouteilles de Coca, ou Coca en Asie vend des plugs, des bouchons avec plein de fonctions différentes pour que vos bouteilles deviennent haltères, pchit-pchit pour les plantes, pousse-mousse pour le savon, gros feutre pour les enfants, etc. Ou bien la même bouteille peut être utilisée dans des bidonvilles avec une initiative qui est un petit peu dispersée partout dans le monde, des associations qui aident à mettre en place finalement la lumière à l'intérieur de baraquements construits en général sans fenêtre avec des tôles ondulées sur le toit. On fait une petite entaille dans le toit, on va placer une bouteille d'eau avec un petit peu de détergent, il y a 1/3 dehors, 2/3 à l'intérieur, on remet tout ça avec comme un petit couvercle sur le toit et quand il fait jour dehors, il fait aussi lumineux dedans, alors que jusqu'alors, il n'y avait pas d'électricité et pas du tout de lumière, même pendant la journée. Donc ça change la vie de millions de gens qui vivent dans des baraques plutôt précaires. On peut remettre au goût du jour, en fait. Alors, ça se fait beaucoup dans le mobilier. Vous récupérez une chaise dans la rue ou chez votre tante. Hop, un petit coup de peinture, je change le tissu et c'est reparti pour un tour. Vous avez des entreprises qui, en termes mobiliers, se positionnent définitivement sur ce type d'action. Ici, une entreprise de télécom en Suède, 86% de leur siège social. Le mobilier, c'est du mobilier qui a été un petit peu remis au goût du jour. Ça nécessite d'anticiper et de travailler complètement différemment parce qu'on n'est pas sur les mêmes gisements. On ne peut pas choisir dans un catalogue et attendre les 8 semaines consacrées que le truc soit produit. On est sur eBay, on est sur le Bon Coin et il faut sauter sur « Ah, il y a un lot de 4 chaises, là, si je ne les prends pas aujourd'hui, quelqu'un d'autre les aura prises. » Il faut trouver les entreprises qui sont OK pour travailler de cette manière-là. Mais ça peut marcher. Et dans le domaine de la mode aussi, on va avoir des initiatives qui vont réutiliser, remanier des éléments pour donner une nouvelle vie, une nouvelle impulsion à certains vêtements. On peut aussi remplacer des matières en cherchant à avoir moins d'impact, effectivement. Donc ça, il faut l'étudier, comme on vient de le dire abondamment. Mais ça permet effectivement d'ouvrir certaines voies. Et on voit plein d'initiatives en faisant appel à de la matière recyclée. Tout ou partie, évidemment, en utilisant ces chutes de production, par exemple, en utilisant des alternatives, comme ici, une alternative au polystyrène expansé pour le packaging, qui est à base de déchets agricoles et d'un champignon, le mycélium, qui va pousser à l'intérieur et à l'extérieur de la matière. On met tout ça dans un moule pendant quelques jours. Au bout de quelques jours, quand tout a poussé, on arrête la pousse avec un petit coup de chaud et on se retrouve avec des éléments en champignons complètement compostable qui remplace le polystyrène expansé pour faire voyager une bouteille, par exemple, ou pour faire des petits contenants qui vont être complètement dégradables, en fait. On peut remplacer en se disant que peut-être demain, ma robe de mariée sera en dentelle de racines. Ici, vous avez Diana Scherer qui fait pousser en fait les racines avec des imbrications vraiment comme de la dentelle. Elle a un savoir-faire très particulier qu'elle a mis au point. Et l'idée, c'est que demain, on puisse sortir de terre en fait une dentelle déjà toute construite par la nature finalement. Ou bien on peut pousser les choses dans les laboratoires et se dire que le cuir que l'on évoquait tout à l'heure, eh ben, on sera sur du cuir véritable, mais qui est issu juste d'une cellule animale qui a poussé in vivo. On parle beaucoup aujourd'hui, et vous avez déjà des propositions de viande de ce type-là, bah pourquoi pas aussi le cuir, avec Modern Mido par exemple, qui est une start-up qui développe un cuir qui est bio-fabriqué, et qui permettrait de résoudre tout un tas de questions que pose le bétail, sachant que dans l'analyse de cycle de vie du cuir dont on parlait tout à l'heure, ce qui est révélé, c'est que c'est vraiment la partie élevage du bétail qui est la plus impactante. Et donc, bon, après, on pourrait se demander si on ne pousse pas un petit peu trop les choses. Ici, c'est un projet artistique de Ron Katz et Yona Zur qui avait été exposé il y a quelques années au MoMA à New York lors d'une exposition. Et la commissaire d'exposition raconte qu'elle a vraiment eu du mal sur ce projet parce que vous le voyez ici, on parle d'un petit morceau de tissu animal en forme de veste et en fait on fait pousser une veste en cuir mais in vivo
in vitro, pardon, et qu'au bout d'un moment, la veste avait tellement poussé qu'il a fallu se résoudre à tuer la veste puisqu'elle dépassait le contenant ici prévu et que ça lui a pris 5 jours avant de se résoudre à tuer la veste. Voilà, donc on est sur des projets un peu provocateurs qui mêlent art et science, mais c'est vrai que ça pose des questions sur la position de l'homme et sa volonté de jouer peut-être un petit peu à Dieu certaines fois. Et il y a la fameuse boucle du recyclage, donc, qui, je vous disais, intervient un petit peu à la fin. On voit beaucoup d'initiatives à ce niveau-là. Ici, vous avez des propositions bagagerie où ce sont des sacs plastiques récupérés qui sont tissés. Et la petite pochette que vous voyez là, c'est 40 sacs plastiques, par exemple. Vous avez l'industrie textile qui utilise ces déchets pour les réduire en poudre et les réagglomérer pour faire des panneaux qui peuvent servir, pourquoi pas, dans une boutique de mode. Vous avez ici, par exemple, un mobilier qui est 95% fait de matériaux recyclés. C'est de l'impression 3D avec un fil plastique recyclé. C'est une mousse qui est... des déchets de mousse compactée et une fibre recyclée pour le textile pour finir. Recyclé ou upcyclé avec l'utilisation effectivement de déchets ici de Vlisco qui est une marque, enfin un fabricant de textiles beaucoup pour l'Afrique et cette designer Simone Post a travaillé avec les déchets textiles pour en faire des tapis avec une autre manière de regarder l'idée du tapis. Et ils ont donc créé une marque qui s'appelle Vlisco Recycled en proposant ce type de produit. Et puis, vous avez des recyclages un peu extrêmes ici, comme Humanium. On n'est plus dans le domaine textile, mais ils vont recycler le métal issu des armes récupérées suite à des commerces illégaux d'armes, en fait. Donc là, on a aussi quelque chose qui est très militant, anti-armement dans le monde. Et vous pouvez vous acheter une montre avec un métal issu de ces armes de contrebande. Tout ça, ça nécessite aussi des vraies questions d'organisation logistique, parce que quand on veut recycler, il faut récupérer. Vous avez dans le domaine de la mode Eileen Fisher, assez exemplaire, que vous connaissez sans aucun doute, qui récupère les vêtements et qui en refait différents éléments, que ce soit d'autres vêtements ou que ce soit d'autres éléments décoratifs, des tentures ou des choses pour le domaine de l'architecture d'intérieur. Il faut organiser tous ces processus, faire en sorte que le client ramène, qu'on trie, que l'on sache refaire. Donc, c'est vrai que c'est un vrai projet, évidemment, d'entreprise. Et avec des entreprises qui ont bien réfléchi aussi cette question de logistique, comme TerraCycle, qui est un peu le recycleur du monde. Ils prétendent pouvoir tout vous récupérer et recycler. Ils se sont glissés dans un interstice assez intéressant qui n'avait pas été exploité aujourd'hui. Beaucoup de livreurs vous apportent plein de choses régulièrement et Dieu sait que la pandémie a bien accéléré cette manière de procéder, la livraison à domicile. En général, le livreur repart à vide, ce qui est vraiment dommage, parce que là, en termes d'impact environnemental, on peut maximiser ça. Le programme Loop de TerraCycle, c'est proposer des contenants qui sont rechargeables, que l'on vous livre, et quand on vous fait une nouvelle livraison, vous allez donner les contenants vides qui vont ensuite être nettoyés, re-remplis pour être redistribués, etc. Et donc, on permet de maximiser en fait toute la boucle du transport. Il y a un truc important aussi pour les marques auxquelles il faut penser, c'est de se relaxer de temps en temps, enfin de laisser peut-être un petit peu échapper certaines choses. C'est sûr que le diable est dans les détails, mais quelquefois on se demande si ça vaut le coup. Exemple ici sur l'impression et le choix de couleurs. Beaucoup de marques ont une charte graphique qui impose un Pantone. On ne se rend pas forcément compte que quand on demande une impression avec un Pantone spécifique, selon les modes d'impression, ça peut nécessiter de mettre une cartouche spécifique avec le Pantone. Et quand on récupère un process d'impression pour d'autres clients en 4 couleurs CMJN, entre deux, il faut nettoyer les machines. C'est beaucoup d'utilisation d'eau, de temps et d'énergie pour avoir exactement la couleur que vous aviez choisie, alors qu'un équivalent CMJN existe et aurait peut-être pu vous satisfaire quand même. Donc ça, c'est aussi se poser la question de à quel point on veut être exigeant, à quel point on est prêt à laisser échapper certaines choses peut-être.
Une autre dimension qu'on n'a pas forcément beaucoup abordée là, mais qui fait partie de cette question du développement durable, c'est le pilier social et économique. On se rend compte aujourd'hui qu'il peut y avoir des scandales assez problématiques, celui de Primark que vous connaissez certainement, où on a commencé à voir apparaître des étiquettes brodées qui dénonçaient les conditions de fabrication des vêtements dans les sweatshops en Asie. Et ça, c'est les clients qui l'ont vu avant la marque, c'est un petit peu problématique. Ou bien des marques qui se positionnent du coup vraiment pour des matières qui sont éthiquement sourcées, comme cette marque de bijoux où l'or est garanti en termes éthiques, parce que l'or pose beaucoup de questions et environnementales et éthiques aujourd'hui. Donc là aussi, on peut avoir des garanties, des labels même. Vous avez des marques qui se positionnent sur plusieurs volets, ici utilisant de la matière recyclée. Ce sont des t-shirts qui sont recyclés et qui sont noués sur ces structures acier pour faire ces mobiliers, mais c'est aussi employé des femmes réfugiées syriennes, et beaucoup de marques aussi qui, de plus en plus, se positionnent sur une philanthropie corporate en même temps que des questions environnementales. Comme ici, un exemple, c'est Girlfriend Collective. Non seulement ils ont des matériaux recyclés, ils s'assurent qu'il y a des standards pour les conditions de travail dans leurs usines, mais ils font beaucoup de charity avec des donations, entre autres à des associations qui vont supporter le mouvement Black Lives Matter. Mais là, on est sur des combinaisons sociales, de dons, etc., qui fonctionnent beaucoup aujourd'hui. Et puis pour finir, et après je vous laisse tranquille, promis, c'est cette idée que les questions aujourd'hui soulevées par la sustainability ouvrent tout un tas de champs nouveaux aussi, où on peut vraiment reconsidérer les pratiques. Aujourd'hui, on n'achète peut-être plus les vêtements, on les loue. Et ça, c'est une autre manière, évidemment, de réfléchir. Est-ce bien nécessaire d'acheter une veste que je vais utiliser une semaine au ski et qui va rester le reste du temps dans ma penderie, alors que je pourrais simplement la louer pour le moment où j'en ai besoin et faire tourner ce parc-là? On se rend compte aussi que les technologies type 3D et tout ce qui va aller avec une idée d'un tailleur sur mesure. Alors vous allez me dire, ça fait longtemps que les tailleurs sur mesure existent, certes, mais les technologies aujourd'hui numériques permettent d'optimiser la taille d'un vêtement et de le proposer vraiment tel qu'il devrait s'adapter à votre morphologie. Et donc, plutôt que d'essayer de rentrer dans des vêtements qui ont été taillés pour une moyenne, se dire que si mon vêtement, il est vraiment fait pour moi, j'ai plus de chances de le mettre beaucoup, vraiment, plutôt que de le laisser dans le placard parce que finalement, il est un peu trop serré, oui, voilà. Donc ça, c'est aussi une manière d'optimiser, de faire exactement à la morphologie. Et on voit que cette idée de maximiser aussi l'usage via la location, mais aussi le partage. Alors, est-ce qu'il peut s'organiser dans le domaine du vêtement? Certainement, parce que ça commence, ça a toujours été le cas aussi, je te prête mon truc, etc. Là, sur la voiture, c'est flagrant. Une voiture, elle reste 97-98% de son temps à nous attendre sur sa place de parking. Il vaudrait mieux qu'elle tourne, qu'elle soit utilisée, parce qu'une fois qu'elle a été fabriquée, autant faire en sorte que son usage soit maximisé. Donc, les services de car sharing sont assez intéressants, comme des services de partage de locaux, par exemple. Et vous avez des villes comme Séoul qui mettent maintenant à disposition leurs locaux municipaux pour faire tourner ces endroits, puisque sinon, s'ils sont vides, ça ne sert pas à grand-chose. Et on voit donc que beaucoup de questions se posent, aussi sur des questions esthétiques amenées par les questions environnementales et sociales, enfin, ces questions de développement durable. Peut-on continuer à avoir un luxe si ostentatoire? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas avoir une évolution des codes esthétiques qui vont faire qu'on va regarder les choses très différemment parce que une surenchère de matière, d'ennoblissement, de finition, etc., n'est plus politiquement correct, on va dire, et jusqu'à des paroxysmes ici marketing où Patagonia défend n'achetez pas cette veste, si vous n'en avez pas besoin, n'achetez pas. On arrive à une espèce de contradiction assez fascinante parce qu'ils n'en ont jamais vendu autant non plus. Donc c'est là où voilà, des entreprises se positionnent quand même très très fortement et savent malgré tout exister sans aucun souci. Voilà, donc en bon français, invitons à la révolution. Ce qui est important de voir, c'est que être moins
mauvais, c'est malgré tout pas être bon encore. Donc, il y a encore une grande marche de progression. Voilà, j'ai fini. C'était un peu... voilà. Merci beaucoup, Élodie.